Silence, paysan, rugit le juge, déclenchant un éclat de rire général dans la salle d'audience. Personne n'aurait pu imaginer que cet homme simple réciterait la loi avec plus de précision que n'importe quel avocat formé. Ce qui suivit plongea la pièce dans un silence total. Des pas résonnaient dans le couloir en marbre du vieux palais de justice. Dehors, la place du village était remplie d'habitants curieux, dont beaucoup n'étaient jamais entrés dans un tel bâtiment. Mais ce jour-là avait une autre saveur. L'un des leurs allait se tenir devant le juge Héctor Morales, un homme connu pour son arrogance et son mépris envers ceux qui ne portaient ni costume ni diplôme en droit. À l'intérieur, les bancs en bois craquaient sous le poids des nombreux spectateurs. Commerçants, étudiants en droit, dames élégantes munies d'éventails et même de jeunes avocats s'étaient réunis pour assister à ce qu'ils pensaient être une humiliation publique. Dans la rue, on disait qu'un simple paysan avait osé défier un riche propriétaire terrien. Tous s'attendaient à un spectacle. « Silence dans la salle !» tonna l'huissier alors que le juge entrait. Sa robe noire flottait un instant et la foule se leva aussitôt. Le visage sévère, Héctor s'installa dans son fauteuil à dossier haut. Son regard se fixa sur l'homme en face de lui. Mains calleuses, vêtements usés, une posture sans peur. Cet homme, c'était Lucas Rivas. Il tenait un chapeau de paille entre ses mains et ses yeux restaient fermes, sans ciller. Ses bottes étaient encore couvertes de terre, comme s'il venait directement des champs. Des ricanements parcoururent la salle à cette vue. « C'est le plaignant ?» demanda le juge avec une fausse surprise en feuilletant les documents. « Oui, monsieur le juge » confirma le greffier. « Un paysan » marmonna Héctor, assez fort pour être entendu. « Et qu'est-ce qu'un homme comme lui pourrait bien vouloir avec la loi? Il croit que la loi est faite pour ceux qui sentent la ferme ?» Les rires éclatèrent à nouveau. Un groupe d'étudiants chuchota. « Ça ne durera pas longtemps, il va l'écraser rapidement. » Lucas leva la tête et prit une longue inspiration. Il resta silencieux. Au lieu de répondre, il fixa le juge comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « Parle, paysan !» exigea Héctor, en s'adossant avec un sourire moqueur. « Mais je n'accepterai aucune sottise. » Les chuchotements cessèrent. Tous attendaient que Lucas se trompe, qu'il bafouille, qu'il s'embrouille. « Je suis ici pour mon peuple », commença Lucas d'une voix calme et claire. « Nos terres ont été prises par un propriétaire qui a ignoré les limites fixées depuis plus d'un siècle. » Le juge ricana sèchement. « Toi, parler de frontières, de loi, assieds-toi et tais-toi », aboya-t-il en frappant du marteau. La salle éclata de rire à nouveau. Les étudiants se penchèrent, impatients de le voir s'effondrer. Une femme du village de Lucas cacha son visage, trop gênée pour regarder. Mais Lucas ne broncha pas. Il sortit un petit carnet usé de son manteau et l'ouvrit lentement, comme quelqu'un qui sait exactement le poids de ce qu'il va dire. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le juge, » dit-il en projetant sa voix avec une autorité inattendue, l'article 247 du Code de l'eau et des terres de 1821 stipule que les terres héritées légalement par actes enregistrés doivent rester protégées, même si les clôtures ont été modifiées par la suite. J'en ai une copie ici. Un silence s'abattit sur la salle. On entendit nettement un stylo tomber au sol. Le juge Héctor, qui s'attendait à de la confusion et des erreurs, cligna des yeux stupéfait. « Qu'avez-vous dit ?» demanda-t-il troublé. « Et ce n'est pas tout, » poursuivit Lucas, sa voix toujours posée. « Dans l'affaire Montiel contre Ramirez de 1875, le tribunal a statué en faveur des communautés agricoles confrontées à la même situation. » La foule réagit avec stupeur. Les étudiants, auparavant moqueurs, échangèrent des regards inquiets. Comment un homme comme lui pouvait-il parler avec une telle précision juridique ? Cherchant à reprendre le contrôle, le juge frappa à nouveau du marteau. « Ça suffit !» lança-t-il, mais sa voix avait perdu de sa force. Lucas ne recula pas. Ses yeux brûlaient de colère et de détermination. Il savait que chaque mot comptait, et qu'à partir de cet instant, plus personne ne le verrait de la même façon.
La tension dans la salle était palpable. Le public restait figé. Ce qui avait commencé comme une farce devenait un moment fort, l'occasion pour un fermier de défier l'injustice grâce à la loi même censée protéger les siens. Et au moment où Lucas s'apprêtait à prononcer la déclaration finale qui ferait s'effondrer l'argument du juge, toute la salle se pencha en avant, se demandant si cet homme humble allait vraiment embarrasser un juge puissant devant tout le monde. Les murmures disparurent, dans un silence stupéfait. Personne n'osait cligner des yeux. Le juge Hector, qui se sentait encore maître de la situation quelques instants plus tôt, commença maintenant à transpirer sous le poids de sa robe noire. Ses doigts tapaient nerveusement sur le marteau, essayant de conserver une apparence d'autorité, mais ses yeux le trahissaient. Ils étaient remplis de doutes. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il, incrédule, en désignant le carnet abîmé que Lucas tenait entre ses mains. Lucas leva le carnet bien haut, presque comme un symbole de vérité. « Aux archives municipales, monsieur le juge. J'ai passé nuit après nuit à lire, à recopier, à apprendre chaque ligne. Je ne suis pas juriste, mais je comprends ce que dit la loi. » Cette simple phrase tomba dans la salle comme une pierre dans une eau calme, provoquant des ondes de choc parmi les présents. Les mêmes étudiants qui l'avaient ridiculisé plus tôt murmurèrent avec confusion. Comment a-t-il pu avoir accès à ces dossiers? Ce n'est pas quelqu'un qui devine. On dirait qu'il a vraiment étudié. Le juge frappa de nouveau du marteau, frustré, tentant de ramener l'ordre. « Silence dans la salle !» cria-t-il. Mais cette fois, son autorité n'eut aucun effet. Plus personne ne riait. Tous les regards étaient tournés vers Lucas, désormais empreint d'un respect silencieux. Au premier rang, une vieille femme aux mains ridées serra son chapelet et murmura doucement « Laissez-le parler, s'il vous plaît, laissez-le parler. » Lucas fixa le juge droit dans les yeux et inspira profondément. « Vous pouvez crier autant que vous voulez, monsieur le juge. Vous pouvez continuer à m'appeler paysan comme si c'était une honte. Mais la terre que je cultive, celle qui nourrit les miens, est protégée par les mêmes lois que vous êtes censés défendre. » La salle réagit par une vague d'approbation discrète venue des fermiers et des habitants. Le visage du juge se crispa, comme si ces mots avaient transpercé sa fierté. Tentant de reprendre la main, Hector esquissa un sourire moqueur, sa voix retrouvant son ton habituel. « Très bien, Rivas. Puisque vous vous croyez juriste, pourquoi ne pas partager un peu de cette brillante sagesse ?» dit-il, chaque mot dégoulinant de sarcasme. « Mais sachez une chose, la loi ne se récite pas comme une prière, elle exige de la précision. » Une insulte déguisée en défi. Le juge s'attendait à ce qu'il bute sur les mots, se trompe dans les faits, s'effondre sous la pression. Mais Lucas ne montra aucune hésitation. Il se mit à réciter les lois, à citer les années, à mentionner des cas juridiques, allant jusqu'à nommer des juges ayant statué dans des affaires anciennes. Chaque phrase portait un coup à la fierté d'Hector. Un étudiant à l'arrière murmura, stupéfait, « Il cite les mêmes précédents qu'on a étudiés le semestre dernier. » Ses camarades se tournèrent vers lui, ébahis. La tension montait. Le juge frappa plus fort avec son marteau, désespéré de calmer la tempête. « Assez, misérable paysan !» aboya-t-il. « C'est moi l'autorité ici !» Ces mots résonnèrent vivement, mais cette fois personne ne le soutint. Il tenta un rire amer pour alléger l'atmosphère, mais ce rire sonna creux. Cette fois personne ne rit. Les rôles s'étaient inversés. Lucas ne semblait plus déplacé. C'était le juge qui l'était. Acculé, Hector lança une question difficile. « Très bien. Dites-moi donc ce que dit l'article 152 à propos de la possession interrompue. Voyons à quel point vous êtes sage. » La salle entière se figea. C'était un piège. Lucas plissa les yeux, inspira profondément et répondit sans peur. L'article 152 déclare que si la possession est interrompue pendant plus de 20 ans, la demande devient invalide, à moins qu'il n'y ait une reconnaissance explicite de la communauté d'origine. Dans notre cas, il leva une page jaunie de son carnet. Le propriétaire a signé une déclaration en 1999
confirmant que nous étions bien les occupants légitimes de ces terres. Des exclamations parcoururent la salle comme une traînée de poudre. Même certains juristes se penchèrent en avant, désormais réellement captivés. Le juge ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Sa colère restait muette. Lucas fit un pas en avant. Sa voix resta respectueuse, mais sa confiance était désormais inébranlable. « Je ne suis pas venu ici pour vous humilier, monsieur le juge. Je suis venu rappeler à tous que la justice ne vit pas seulement dans les tribunaux, elle marche aussi dans les champs, pieds nus, entre les ampoules et la sueur. » Une personne applaudit doucement, puis une autre. Et bientôt, la salle fut remplie d'applaudissements discrets et de murmures d'approbation. Le juge, désormais désespéré, frappa de nouveau avec son marteau. Silence, silence dans la salle d'audience. Mais le mal était fait, il avait perdu le contrôle, et le pouvoir qu'il détenait autrefois flottait maintenant dans l'air, fragile et exposé. Que pouvait faire le juge maintenant, entouré de gens, face à face avec un paysan qui semblait comprendre la loi mieux que lui? Hector se pencha en avant, la mâchoire tendue, prêt à faire expulser Lucas de la salle. Mais avant qu'il ne puisse agir, les lourdes portes en bois s'ouvrirent brusquement. Le grincement retentissant attira l'attention de tous vers l'entrée. Les applaudissements cessèrent instantanément. Chaque tête se tourna. Sous la haute arche de bois se tenait un homme vêtu d'un costume gris parfaitement ajusté. Une cravate rouge vif tranchait nettement avec les tons sobres de la salle, comme une traînée de sang. Certains le reconnurent aussitôt, Ricardo Mendoza, l'avocat personnel du propriétaire terrien. Connu pour son esprit affûté et ses relations influentes, Mendoza avait la réputation de faire pencher n'importe quelle affaire en faveur de ses clients fortunés. Eh bien, dit-il, sa voix lisse et glaciale, en avançant d'un pas assuré vers le centre. Suis-je arrivé au beau milieu d'un sermon? Ou s'agit-il d'un conte de village déguisé en plaidoyer juridique? Des murmures inquiets traversèrent la salle. Le juge Hector poussa un soupir de soulagement, son ton prenant une teinte de satisfaction moqueuse. « Mendoza, tu arrives à point nommé, dit-il avec un sourire narquois. Ce paysan arrogant pense pouvoir nous donner des leçons de droit. » Ricardo jeta un regard méprisant à Lucas, qui tenait toujours fermement son carnet. Pour Mendoza, voir un ouvrier agricole défier l'élite juridique était presque risible. Il se tourna vers l'auditoire. « Est-ce que quelqu'un ici croit vraiment qu'un homme qui laboure la terre peut comprendre la loi, un domaine que nous passons des années à étudier ?» Quelques rires amers reprirent dans certains coins de la pièce, nourris par le mépris. Mais Lucas ne broncha pas. Il regarda Mendoza droit dans les yeux et dit avec une force tranquille « Je n'ai pas besoin d'années d'études. J'ai seulement besoin de la vérité écrite sur ces pages. » Mendoza ajusta ses lunettes et tendit la main. « Alors, montre-moi. Voyons ce que tu trouves si important. » Lucas hésita un instant. Il était entouré d'hommes puissants, mais il savait que sa meilleure défense était la vérité contenue dans ces feuilles usées. Il s'avança et posa une feuille de papier sur la table centrale. Mendoza la ramassa négligemment, prêt à la rejeter, mais en lisant, son expression se figea une fraction de seconde. C'était la reconnaissance signée du propriétaire concernant les limites d'origine de la propriété. Le public sentit que quelque chose venait de changer. « Ceci, » balbutia Mendoza, tentant rapidement de reprendre contenance, « ceci ne vaut rien. Un vieux papier, évidemment un faux. » Le juge Hector sauta sur l'occasion pour approuver. « Exactement. C'est bien ce que je disais. Un paysan ne peut pas manipuler ce genre de document. » Mais Lucas ne recula pas. Il avança avec le même calme. « Ce document est valable. Je l'ai vérifié moi-même aux archives. Il porte le tampon officiel de la mairie. Le même sceau encore utilisé aujourd'hui. » La salle devint parfaitement silencieuse, un silence tranchant comme une lame. Mendoza sembla mal à l'aise. Un jeune étudiant, incapable de se taire, se leva. « Il a raison. Ce sceau est authentique. On l'a étudié en histoire du droit le mois dernier. » Le juge fusilla l'étudiant du regard. « Assieds-toi. » Mais il était déjà trop tard.
Une fissure s'était ouverte. La crédibilité de Lucas grandissait minute après minute, tandis que le juge et Mendoza perdaient pied. Tentant une autre stratégie, Mendoza adopta un ton différent. « Très bien, paysan. Supposons que ce document soit réel. Dis-moi, que sais-tu de l'article 310, section B, le texte sur la nullité et la péremption des documents? C'était un piège, une subtilité juridique destinée à faire trébucher Lucas avec du jargon technique. La salle retint son souffle. Lucas baissa les yeux, feuilletant lentement son carnet avec ses mains rugueuses. Après quelques instants, il leva la tête. L'article 310, section B, ne s'applique que si le document n'a pas été réaffirmé par des actions ultérieures. Mais ici, il montra une autre feuille, se trouve le reçu fiscal signé par le même propriétaire. Le paiement a été effectué selon ces mêmes limites de propriété. Cet acte a renouvelé la validité du document. L'effet fut immédiat. Mendoza cligna des yeux, incrédule. Le juge ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La foule éclata en chuchotements. Il leur donne une leçon à tous les deux. Il en sait plus que les professionnels. Mendoza inspira profondément, tentant de garder son calme, mais pour la première fois, une fissure apparut dans sa confiance. « Paysan !» grogna-t-il d'une voix basse et menaçante, « tu n'as aucune idée de celui que tu affrontes. » La tension dans la salle avait atteint son paroxysme, mais Lucas ne recula pas. Il soutint le regard de Mendoza et répondit avec assurance « Aussi, je sais exactement à qui j'ai affaire, à ceux qui croient que la justice s'achète. Mais ici, devant tout le monde, je vais prouver que ce n'est pas le cas. » Soudain, des applaudissements éclatèrent au fond de la salle. Hector frappa plusieurs fois du marteau, réclamant le silence, mais l'énergie dans la pièce était en train de changer, et le moment le plus dramatique n'était même pas encore arrivé. Alors que la foule murmurait et que la tension flottait dans l'air, un greffier se leva brusquement, tenant une enveloppe scellée. Son visage était pâle et ses mains tremblaient. « Monsieur le juge, dit-il, la voix à peine stable, un ordre vient d'être transmis par la haute cour. » La salle se figea complètement. Tous les regards le suivirent tandis qu'il s'approchait du banc du juge comme s'il portait quelque chose de dangereux. Hector resta raide, tentant de garder le contrôle, bien qu'une veine épaisse palpitât sur sa tempe. Mendoza plissa les yeux, essayant de deviner ce qui allait arriver. L'enveloppe fut remise. Hector la déchira et déplia la lettre à l'intérieur. Il la lut en silence, son visage se durcissant à chaque mot. La salle retenait son souffle. Puis enfin, le juge éleva la voix. Ce tribunal a été informé que le litige foncier de San Isidro est désormais examiné par un magistrat de la haute cour, en raison de graves irrégularités dans les procédures précédentes. Un murmure parcourut la pièce comme un grondement de tonnerre au loin. Irrégularité. Ce mot frappa comme un éclair. Des dizaines de têtes se tournèrent vers le juge. Hector frappa de nouveau du marteau, essayant de contenir la vague grandissante de réaction. « Silence! Je reste le seul responsable ici !» aboya-t-il. Mais sa voix avait perdu de sa force. Lucas ne put retenir un léger sourire. Il comprenait ce que signifiait cette lettre. L'affaire avait dépassé ce petit tribunal. Elle avait atteint un niveau où les dissimulations et l'arrogance ne seraient plus si faciles à cacher. Mendoza, refusant de perdre le contrôle, intervint aussitôt. « Cela ne change rien, » déclara-t-il d'une voix forte. « Qu'il y ait supervision ou non, nous restons sous la juridiction du juge Morales. » Quelques personnes dans la salle hochèrent la tête, mais d'autres restaient sceptiques. Le changement d'atmosphère était évident. La confiance envers l'autorité du tribunal commençait à s'effriter. Au fond de la salle, les paysans, les commerçants échangeaient des regards pleins d'espoir. Les étudiants en droit prenaient frénétiquement des notes, documentant chaque instant de ce qui ressemblait de plus en plus à un tournant historique. Le juge replia lentement la lettre et la posa sur le côté, son expression devenue illisible. « Poursuivons, » dit-il enfin. Mais ces mots n'avaient plus de poids, et Lucas le sentait. Le paysan inspira lentement et leva à nouveau son carnet. « Si vous le permettez, monsieur le juge, dit-il, j'ai d'autres preuves à présenter. »
Mendoza s'avança rapidement, le coupant net. « Objection, cet homme n'est pas avocat. Il ne peut présenter aucune preuve. Il n'a ni qualification, ni formation, ni droit légal de le faire. » Le juge saisit cette occasion comme un homme qui se noie attrape une corde. Objection retenue. Aucune autre preuve ne sera acceptée sans procédure adéquate. La salle explosa. Les gens se levèrent des bancs. Les voix s'élevèrent en protestation. Des cris pour la justice résonnèrent contre les murs. L'huissier dut frapper le sol avec le bout de son bâton pour tenter de rétablir l'ordre. Lucas leva la main. La salle se tut à nouveau. Il parla avec une autorité calme, mais chaque mot frappait comme un coup. « Vous dites que je n'ai aucun droit, mais la Constitution n'accorde-t-elle pas à chaque citoyen le droit de se défendre lui-même, surtout s'il n'a pas de représentation légale ?» La salle d'audience plongea dans un silence absolu. Les yeux de Mendoza s'écarquillèrent. Les mains d'Hector restèrent figées. « Article 20 », poursuivit Lucas sans détourner le regard du juge. « Il y est clairement indiqué que chaque citoyen a le droit d'être entendu dans sa propre défense devant tout tribunal. » C'est écrit dans la Constitution. Un profond silence s'ensuivit. Pendant plusieurs secondes, personne ne bougea. Puis, quelques chuchotements brisèrent le calme. Des exclamations suivirent. Et peu à peu, des applaudissements commencèrent. D'abord timides, puis s'amplifiant jusqu'à remplir toute la salle. Le tribunal n'était plus sous le contrôle du juge. Il appartenait désormais au peuple. Le juge Hector frappa son marteau encore et encore, le visage rouge de colère. « Silence! J'ai dit silence !» hurla-t-il. Mais c'était inutile. Plus personne ne l'écoutait. La salle d'audience, autrefois son domaine incontesté, penchait désormais en faveur de l'homme aux bottes couvertes de boue, le paysan qui parlait avec la clarté et la précision d'un juriste chevronné. Se sentant acculé, Mendoza changea de stratégie. « Très bien, Rivas, lança-t-il d'un ton moqueur. « Puisque tu connais si bien la loi, prouve-le. Je vais poser une question qui piégerait même les meilleurs étudiants. » Il tira sur sa cravate, puis avec un geste théâtral, lança un piège soigneusement préparé. Que dit la loi sur les servitudes d'eau dissimulées sur des terres rurales lorsqu'un accès aux ressources hydriques est contesté? Les murmures cessèrent. C'était un piège, chargé de jargon technique. Lucas baissa les yeux vers son carnet. Il tourna lentement les pages. Les secondes passaient, et beaucoup pensèrent qu'il avait enfin atteint une limite qu'il ne pourrait pas franchir. Mendoza esquissa un sourire confiant. « Vous voyez, l'illusion du paysan s'effondre. Ce n'était qu'un spectacle. » Mais Lucas releva la tête. Sa voix résonna, claire et assurée. « La loi établit qu'aucune servitude d'eau ne peut prévaloir sur l'usage historique d'une communauté locale, à moins qu'un accord formel n'ait été signé par toutes les parties concernées. Dans notre cas, il montra un autre document, un tel accord n'a jamais été établi. » L'impact fut immédiat. Des exclamations emplirent la salle. Les étudiants en droit se mirent à applaudir. Des femmes du village se levèrent pour le soutenir, et même les agents de justice échangèrent des regards stupéfaits. Le juge frappa de nouveau du marteau, mais le tumulte engloutit complètement sa voix. Mendoza, réduit au silence pour la première fois de sa carrière, n'avait plus rien à dire. Et au cœur de cette agitation, Lucas fit un pas en avant. Son regard resta fixé sur le banc du juge. Lorsqu'il parla à nouveau, sa voix s'éleva au-dessus du bruit, avec une puissance incontestable. « Aujourd'hui, je ne parle pas seulement pour moi. Je parle au nom de chaque fermier qu'on a réduit au silence, qu'on a moqué, qu'on a chassé de sa terre. Si vous voulez me faire taire, alors il faudra nous faire taire tous. » La salle d'audience éclata en applaudissements tonitruants. Le juge Hector bondit de son siège, le visage déformé par la colère et la stupéfaction. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot, une nouvelle voix coupa net le chaos. Une voix grave, ferme, venue du fond de la salle. « Silence !» Toutes les têtes se tournèrent en même temps. Un homme sortit des derniers rangs, avançant avec des pas lents et assurés. Il portait un costume sombre, avait les cheveux argentés, et son regard perçant ne tremblait pas. Il ne portait pas la robe d'un juge.
mais le badge doré sur sa poitrine ne laissait aucun doute. C'était un magistrat de la haute cour. Le silence fut immédiat, comme si un rideau venait de tomber sur la salle. Hector devint livide, Mendoza se figea. Lucas serra son carnet contre lui et inspira lentement. Le magistrat descendit calmement l'allée centrale. Ses pas résonnaient sur le sol en bois alors que la foule s'écartait sur son passage. Lorsqu'il arriva devant, il s'arrêta face au banc et regarda directement le juge Morales. « Juge Morales, dit-il d'une voix calme et posée, j'ai reçu des signalements sérieux concernant la gestion de cette affaire. Et après avoir tout vu de mes propres yeux, je peux dire que ces inquiétudes étaient fondées. » Personne ne bougea. Hector déglutit avec difficulté. « Monsieur le magistrat, j'ai suivi la procédure, balbutia-t-il. Le magistrat leva la main pour l'interrompre. « Ce que j'ai vu ici aujourd'hui n'avait rien d'une procédure, déclara-t-il fermement. C'était du théâtre. Et pire encore, une mise en scène tournée non vers la vérité, mais vers l'humiliation. » Un murmure parcourut la salle d'audience. Parmi les paysans au fond, de discrets sourires commencèrent à apparaître. Lucas, tentant de rester calme, sentit une lueur d'espoir s'allumer en lui. Le magistrat se tourna vers lui, son ton toujours ferme et direct. « Et vous, Rivas, dit-il, j'ai entendu assez pour savoir que vous n'êtes pas un simple visage parmi d'autres dans cette salle. Mais je dois vous demander, avez-vous vraiment étudié tous ces articles de loi par vous-même » Lucas acquiesça, lentement, mais avec fierté. « Oui, monsieur. Je n'avais pas d'avocat, pas d'argent, juste mes nuits, une lampe à huile et des livres prêtés par un professeur à la retraite. » Une vague d'admiration silencieuse traversa la foule à ces mots. Le magistrat observa Lucas un moment, mesurant le poids de ce qu'il venait d'entendre. Puis il acquiesça d'un seul hochement de tête. « Alors poursuivez. Je veux entendre la suite de vos arguments. » Le juge Hector bondit de sa chaise criant « Objection! C'est une attaque contre mon autorité !» Le magistrat le fixa d'un regard tranchant. « Faites attention à ce mot, Morales. L'autorité ne repose pas sur l'ego, elle repose sur le devoir. Et en ce moment, le vôtre est sérieusement remis en question. » Des murmures s'élevèrent à nouveau dans l'assemblée. Hector, furieux et ébranlé, retomba dans son siège, visiblement vaincu. Tentant de sauver la face, Mendoza intervint rapidement. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le magistrat, cet homme n'est pas avocat. Nous ne pouvons pas laisser cette audience devenir une parodie de justice. » Le magistrat ne broncha pas. « La Constitution accorde à chaque citoyen le droit de se défendre devant un tribunal. Suggérez-vous qu'on lui refuse ce droit? Surtout ici, devant autant de témoins ?» Mendoza se tut. Il n'y avait aucun moyen de répondre sans exposer sa propre hypocrisie. Sentant le vent tourner, Lucas avança. « Monsieur le magistrat, j'ai apporté la preuve que le domaine a violé les limites historiques de nos terres. Des documents, des archives, des témoignages. Si vous m'y autorisez, je suis prêt à tout présenter maintenant. » Le magistrat lui fit un simple signe de tête, ferme. « Allez-y. » Lucas rouvrit son carnet et commença à lire à haute voix. Il cita d'anciens codes juridiques, mentionna des précédents oubliés et présenta des documents recopiés à la main avec une précision remarquable. La salle était silencieuse, totalement concentrée. Chaque mot semblait porter un coup contre le mur d'injustice qui s'était dressé trop longtemps. Les étudiants en droit écrivaient frénétiquement. L'un d'eux se pencha vers son voisin et chuchota « Ce genre de choses devrait figurer dans les manuels. » Mendoza se tortilla, cherchant la moindre erreur. Mais l'argument de Lucas était une forteresse. Dates, tampons officiels, noms historiques, tout était irréprochable. Lorsque Lucas termina, la salle explosa en applaudissements. Le juge Hector tenta de frapper à nouveau du marteau, mais ses appels à l'ordre furent complètement noyés. Le magistrat leva la main, et peu à peu le bruit se calma. « J'ai entendu suffisamment pour savoir que cette affaire ne peut pas être tranchée à la hâte, » annonça-t-il. « Je décrète une suspension temporaire de toute décision, jusqu'à ce que chaque pièce du dossier soit examinée avec rigueur. » La foule se leva d'un seul élan. Certains pleuraient,
d'autres s'enlaçaient. L'espoir se répandait dans la pièce comme une bouffée d'air frais. Lucas referma son carnet, les yeux brillants d'émotion. Mais alors que la joie commençait à se propager, Mendoza se pencha vers le juge et lui murmura quelque chose à l'oreille. Hector hocha lentement la tête, un sourire sournois et inquiétant se dessinant sur ses lèvres. Le paysan avait gagné la première bataille, mais quelque chose de dangereux flottait encore dans l'air, une promesse silencieuse de revanche, de la part de deux hommes peu enclins à abandonner le pouvoir. Alors que les gens commençaient à sortir de la salle d'audience, une main ferme se posa sur l'épaule de Lucas, par derrière. Il se retourna rapidement. La main était rugueuse, tachée d'encre. Derrière elle se tenait un homme mince, d'âge moyen, portant des lunettes rondes et une expression sérieuse, concentrée. « Ne soyez pas inquiet, » dit l'homme à voix basse. « Je m'appelle Leonardo Suarez. Je suis journaliste. Et ce qui s'est passé ici aujourd'hui mérite d'être entendu bien au-delà de ces murs. » Lucas le regarda avec méfiance. « Journaliste? Pour qui ?» Leonardo sortit une carte de presse usée mais valable. « J'écris pour le quotidien national. J'ai pris des notes depuis le début. Croyez-moi, ajouta-t-il doucement, les gens doivent savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. » Lucas hésita. Une part de lui voulait accepter, faire connaître la vérité, montrer à son peuple qu'il n'était pas seul. Mais une autre part restait prudente. Il savait trop bien que le pouvoir du domaine ne s'effondrerait pas si facilement. Et plus il attirait l'attention, plus les risques grandissaient. « Je ne veux pas devenir un spectacle, » dit Lucas à voix basse. « Vous l'êtes déjà, » répondit Leonardo avec douceur. « La seule différence maintenant, c'est qui racontera l'histoire. »« Eux ou moi ?» termina Lucas, la voix calme mais déterminée. Un murmure discret parcourut la salle, comme le vent avant la tempête. Le juge Hector s'était relevé. Son visage était encore rouge de colère, mais il avait retrouvé assez de contenance pour se tenir droit. Mendoza se tenait à ses côtés, un sourire effleurant ses lèvres, tranchant et dangereux, comme une lame dissimulée. « Ce procès n'est pas terminé, » déclara Hector, d'une voix forte et claire. « Le magistrat peut superviser, mais j'ai toujours juridiction ici. Et qu'on soit bien clair, Rivas, toute falsification dans vos documents entraînera la prison. » La foule réagit immédiatement, les voix s'élevant avec indignation. « Il le menace. C'est de l'intimidation. Il essaye d'étouffer la vérité. » Le magistrat leva la main pour appeler au calme, mais resta silencieux, observant attentivement, mesurant chaque geste comme un maître d'échecs anticipant le prochain coup. Lucas fit un pas en avant. « Je n'ai pas peur, » dit-il d'une voix inébranlable. « Tout ce que j'ai présenté repose sur des faits. Et si vous voulez m'envoyer en prison, ce sera en vertu des mêmes lois que je suis venu défendre. » Une nouvelle vague d'applaudissements éclata. La salle trembla sous leur intensité. Hector frappa le marteau avec une telle force qu'il faillit se briser. Voyant l'autorité du juge s'effondrer, Mendoza changea rapidement de tactique. « Très bien, paysan, » dit-il d'un ton profond et théâtral. « Si tu crois que tes connaissances sont si solides, mettons-les à l'épreuve. » Lucas plissa les yeux. « Quel genre d'épreuve » Mendoza s'avança au centre de la salle, haussant la voix pour que tous l'entendent. « Tu prétends connaître la loi aussi bien qu'un avocat. Prouve-le, réponds à un cas hypothétique, ici, maintenant, comme si tu étais celui qui rendait le jugement. » La salle s'anima de murmures et d'attentes. Ce n'était plus un procès. C'était devenu un défi public, un drame juridique en temps réel. Les lèvres d'Hector s'étirèrent en un sourire satisfait. « Allez-y, Mendoza, dit-il. Offrons à notre public une leçon de droit. » Mendoza s'éclaircit la gorge et commença, la voix assurée et forte. Disons qu'un fermier revendique des terres héritées de son grand-père, mais qu'il ne les a jamais enregistrées officiellement. Puis un autre homme achète cette même terre avec un acte légal. Qui a le droit de propriété? Les étudiants en droit se penchèrent en avant, les yeux grands ouverts. La question était complexe. Elle testait l'équilibre entre la légalité formelle et l'usage coutumier.
Lucas ferma les yeux quelques secondes, sa respiration régulière. Un lourd silence s'abattit sur la salle d'audience. Les gens attendaient. Beaucoup s'attendaient à le voir enfin trébucher, se tromper devant tout le monde. Puis il rouvrit les yeux. L'homme qui détient l'acte a le droit, si le fermier n'a jamais fait de réclamation officielle. Mais s'il existe des preuves d'un usage continu et des témoins crédibles, la possession ancestrale prime sur une vente frauduleuse. C'est ce que l'arrêt de 1932 dans l'affaire Morales contre Castillo a établi. Des exclamations parcoururent la salle. Quelques avocats échangèrent des regards et hochèrent la tête avec une approbation réticente. La mâchoire de Mendoza se contracta. « Impressionnant !» dit-il entre ses dents serrées. « Mais compliquons les choses. Et si l'acheteur avait agi de bonne foi sans connaître la réclamation d'origine ?» Lucas leva calmement son carnet. Dans ce cas, une compensation est requise. L'acheteur est remboursé. Mais une communauté ne peut jamais être dépouillée de ses droits ancestraux sans réparation. Son héritage ne peut être effacé au nom d'une simple formalité. Les murmures se transformèrent en signes d'approbation. Le vent avait tourné. Et cette fois, même certains officiers de justice écoutaient avec un nouveau respect. Le public se penchait, retenant son souffle, chaque regard rivé sur le drame en cours. Mendoza, autrefois si sûr de lui, semblait à présent à court d'arguments. Sa confiance commençait à se fissurer. Le juge Hector, agacé et irrité, se pencha en avant avec un rictus. « Assez de ces jeux !» aboya-t-il. « Ce tribunal n'est pas un théâtre pour des paysans qui se prennent pour des juristes. C'est moi le juge ici, et je rendrai le verdict. » La salle se tendit immédiatement. Le front du magistrat se plissa. Des protestations s'élevèrent des bancs du fond. Lucas fit un pas en avant, sa voix forte et assurée. « Vous ne pouvez pas rendre de verdict pendant que la haute cour examine encore l'affaire. » Hector tourna brusquement la tête vers lui. « Tu me fais la leçon maintenant, paysan !» cracha-t-il. Profitant du moment, Mendoza sortit un document soigneusement plié de sa mallette. Il le leva bien haut pour que tous puissent le voir. « Alors écoutons son explication à propos de ceci », lança-t-il triomphant. « J'ai ici un contrat signé par son propre grand-père, renonçant à toute revendication sur les terres en question. » L'ambiance dans la pièce changea d'un coup, comme un courant d'air glacé. Les gens se penchèrent anxieux, attentifs. Lucas sentit un frisson le traverser. Ses jambes fléchirent légèrement. Était-ce possible? Son grand-père avait-il vraiment signé un tel document? Mendoza déplia lentement le papier avec un geste théâtral, comme un magicien révélant son tour final. Le sourire du juge s'étira, satisfait. Le magistrat plissa les yeux, examinant chaque geste avec attention. Lucas resta immobile, le cœur battant à tout rompre. Il le savait, cette simple feuille pouvait tout changer. Le contrat bruissait entre les mains de Mendoza comme un drapeau de victoire. Le juge Hector tapota son marteau presque avec amusement, savourant ce qu'il croyait être le coup final. « Le voici !» annonça Mendoza d'une voix forte. « Un contrat signé. » Le grand-père de cet homme, Giovanni Rivas, a volontairement renoncé à toute revendication sur ses terres. Ce document annule les droits de la communauté. La réaction fut immédiate. Des murmures balayèrent la salle comme une tempête qui monte. Certains paysans baissèrent la tête, abattus. D'autres chuchotaient, indignés, convaincus qu'il ne s'agissait que d'un coup monté. Lucas, le visage tendu, fit un pas en avant. « Laissez-moi voir ce document. » Mendoza, avec une fausse générosité, le lui tendit. Lucas prit le papier avec soin. Ses doigts, marqués par le travail, effleurèrent les plis et les taches d'eau. Le silence dans la salle devint plus dense, plus lourd. Même le grincement des bancs semblait plus fort que d'habitude. Il lut le document lentement, ligne par ligne, et lorsqu'il arriva à la signature, celle de son grand-père, son cœur se serra. Elle était bien là, Giovanni Rivas. Hector se pencha, un sourire de prédateur aux lèvres. « Alors, paysan ?» demanda-t-il, la voix pleine de venin. « Tu admets que ton propre grand-père a renoncé à ses terres ?»
Lucas leva les yeux. Son expression était calme, mais acérée. Son regard fixe, attentif. « La signature ressemble bien à celle de mon grand-père, dit-il prudemment. Mais ce contrat n'est pas valable. » Des exclamations remplirent la salle. Les gens chuchotaient avec urgence. « Comment peut-il dire ça ?» Il refuse juste d'accepter la vérité. Mendoza s'avança avec un air de pitié soigneusement étudié. Le pauvre, il ne supporte pas la réalité, alors il invente des excuses. Mais Lucas ne céda pas. Il leva le contrat et pointa le coin inférieur. « Regardez bien, la date indique 1978. Mon grand-père avait alors 60 ans, mais il n'a jamais su lire ni écrire. » Cette révélation frappa la salle comme un coup de tonnerre. La foule explosa, certains criaient, d'autres parlaient avec agitation. Les étudiants en droit débattaient à voix basse, de manière frénétique. Le magistrat se leva, main tendue. « Donnez-le-moi » Lucas lui remit le papier. Le magistrat prit son temps, examinant le document avec le soin de quelqu'un habitué à déceler les falsifications. Les secondes passèrent comme des minutes, puis enfin il leva les yeux. Ce document présente plusieurs incohérences. « Le sceau du notaire », déclara-t-il d'une voix qui coupa net l'attention, et d'un format qui n'a été adopté qu'à partir des années 90. La salle explosa. Des exclamations et des cris emplirent l'air. Le mot faux se répandit de bouche en bouche comme un feu incontrôlable. Le juge Hector frappa encore et encore son marteau, désespéré de rétablir l'ordre. « Silence ! J'exige le silence !» cria-t-il. Mais plus personne ne l'écoutait. Mendoza, à l'inverse du juge, resta immobile. Sa mâchoire se contracta légèrement, mais son expression resta maîtrisée, comme s'il s'était attendu à ce rebondissement. « Peut-être que le sceau est incorrect, dit-il d'un ton lisse, mais la signature, elle, est authentique. Ou bien, monsieur le magistrat, êtes-vous prêt à nier quelque chose d'aussi évident ?» Le magistrat le fixa d'un regard qui semblait percer au travers. « L'authenticité, dit-il fermement, ne se juge pas à l'apparence. Une analyse graphologique sera effectuée, et si ce document s'avère avoir été falsifié, les conséquences seront graves. » Le poids de ces mots s'abattit sur la salle comme un nuage d'orage. Le juge Hector avala difficilement. Il savait parfaitement ce qu'il risquait. Si le document était un faux et qu'il l'avait accepté comme preuve, il pourrait être directement impliqué. Saisissant le moment, Lucas éleva la voix. « Toute ma vie, j'ai entendu mon grand-père parler de cette terre. Il ne l'a jamais abandonnée. Il disait qu'il préférait mourir plutôt que de céder ce qui appartenait à notre famille. Et maintenant, ils osent salir sa mémoire avec un faux document. » La foule éclata en applaudissements et en cris de soutien. La salle d'audience tremblait d'indignation et d'émotion. Mendoza leva les mains, tentant d'apaiser la tempête grandissante. Mais son sourire habituel commençait à vaciller. Le juge Hector, le visage rouge de fureur, frappa le marteau avec tant de force que le bois se fissura. « Ça suffit. Je ne laisserai pas cette salle devenir un théâtre. Le document sera placé sous la garde du tribunal jusqu'à sa vérification officielle. » Le magistrat acquiesça, mais son regard resta fixé sur Hector. Froid, calculateur, comme quelqu'un qui observe un animal acculé. Alors que le tumulte commençait à se calmer, un garde fit irruption dans la salle, haletant, les yeux écarquillés. « Monsieur le juge !» cria-t-il hors d'haleine. Dehors, une foule s'est rassemblée, des paysans des villages voisins. Ils disent que ce procès leur appartient aussi. Ces mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Tout le monde se tourna vers les autres, stupéfait. Hector devint livide. Mendoza serra les poings. Lucas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les coups frappés contre les portes devinrent plus forts. Des dizaines, peut-être des centaines de poings martelèrent le bois avec urgence. Des voix s'élevèrent de l'extérieur, scandant, réclamant. Puis, dans un craquement sec, l'une des fenêtres de la salle d'audience explosa sous la pression de la foule. Des éclats de verre tombèrent au sol dans un fracas métallique. Par l'ouverture, des voix se déversèrent comme une inondation. « Justice, nous voulons la justice !»
La salle entière tremblait sous la clameur de la foule. Le magistrat se leva rapidement et leva la main. « Seuls les délégués désignés peuvent entrer », ordonna-t-il aux gardes. « Personne d'autre. » Les huissiers hésitèrent, incertains de devoir suivre l'ordre du magistrat ou attendre celui d'Hector. « Non !» hurla le juge Hector. « Personne n'entre ici sans mon autorisation !» Mais c'était déjà trop tard. Les portes principales cédèrent sous la pression. Des dizaines de paysans envahirent la salle, hommes et femmes, jeunes et vieux, venus de villages proches et lointains. Leurs vêtements étaient poussiéreux, leurs visages burinés par le soleil, leurs mains usées et solides par des années de labeur. Certains brandissaient des pancartes peintes à la main, écrites au charbon sur des morceaux de bois ou de tissu. « La terre, c'est notre vie. Plus jamais d'abus. Sans justice, pas de paix. » Les murmures devinrent une clameur. Les étudiants en droit se hissèrent sur les bancs pour voir. Certains souriaient, impressionnés. D'autres semblaient tendus, sentant que la frontière entre procès et soulèvement s'estompait. Le magistrat frappa la table de sa paume. « Ceci est un tribunal, pas une place de village. L'ordre doit être rétabli. » Mais la foule ne se calma pas. Une vieille femme s'avança. Son visage portait les marques du soleil et des épreuves. Un foulard couvrait ses cheveux argentés et ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle éleva la voix. « Cet homme parle pour nous tous !» cria-t-elle en pointant Lucas du doigt. « Qu'il parle !» répéta-t-elle plus fort. Sa voix déclencha une vague d'applaudissements. Des dizaines de personnes l'imitèrent, le son résonnant contre les murs du tribunal comme une marée montante. Lucas resta figé, submergé par la force du moment. Sa poitrine se soulevait plus rapidement. Le doute s'insinua en lui pour la première fois. Était-il vraiment capable de porter les espoirs de tant de gens sur ses épaules? Pendant que la foule applaudissait avec ferveur, Mendoza se pencha vers le juge Hector. Sa voix était tendue et pressante. « Tout nous échappe. Si on le laisse parler encore, on est fini. Il nous faut un geste fort, quelque chose qui détruise sa crédibilité. » Le juge hocha lentement la tête. Une lueur de cruauté traversa ses yeux. Au centre de la pièce, Lucas leva la main. Incroyablement, les applaudissements cessèrent presque aussitôt. La foule écoutait. « Je ne suis pas un leader », dit Lucas d'une voix posée. « Je ne suis pas un héros non plus. Je suis juste un homme qui a appris à lire la loi pour que des gens comme nous ne soient plus piétinés. Mais si ce tribunal refuse de m'écouter, ce ne sera pas seulement moi qu'il réduira au silence. Ce sera chacun d'entre vous. » Une acclamation retentissante s'ensuivit. Les murs en tremblèrent. Le magistrat semblait partagé, déchiré entre le besoin de maintenir l'ordre et la conscience d'assister à quelque chose de plus grand que la procédure. Puis le juge Hector se leva et abattit violemment le marteau. « Silence !» aboya-t-il. « Si ce tribunal devient un cirque, c'est à cause de ce paysan irrespectueux. » Le bruit se calma, mais non sans résistance. Hector inspira profondément, puis se tourna vers Lucas avec un regard dur. « Si tu insistes pour jouer les avocats, grogna-t-il, alors tu répondras à mes questions, ici, maintenant. » Des exclamations parcoururent la salle d'audience. Le sourire de Mendoza réapparut. C'était un piège. Si Lucas trébuchait maintenant, en public, tout pouvait s'effondrer. « Attention, juge Morales !» avertit le magistrat, « nous ne sommes pas ici pour flatter des égaux. » Mais Hector s'en fichait. Il se pencha en avant, les yeux perçants, les lèvres retroussées en un défi. « Dis-moi, Rivas, que dit la loi sur les partages d'héritage lorsque l'un des héritiers refuse de reconnaître les autres ?» La salle se tendit. Les étudiants chuchotaient entre eux. C'était une question technique et complexe qui mettait en difficulté même des avocats chevronnés. Lucas ferma les yeux. Il revit ces nuits silencieuses, penché sur des livres empruntés, les pages éclairées par une lampe vacillante. Chaque ligne, chaque note, chaque article, gravé dans son esprit comme une prière. Il ouvrit les yeux. Si un héritier refuse de reconnaître les autres, commença-t-il calmement, le juge est tenu d'initier un partage judiciaire. Cela garantit que les biens sont répartis équitablement, selon la loi. Aucun héritier ne peut tout revendiquer, à moins que toutes les parties ne soient d'accord à l'unanimité.
Un silence traversa la salle d'audience. Mendoza se figea, le sourire d'Hector se crispa, mais il n'en avait pas fini. « Très bien, » dit le juge froidement, serrant son marteau. « Et si l'un de ses héritiers meurt avant de signer le partage ?» Lucas ne broncha pas. Il soutint le regard du juge et répondit avec la même assurance. « Alors ses droits sont transmis à ses descendants. S'il n'y en a pas, ses droits reviennent aux cohéritiers restants. » La foule murmura, impressionnée. Des avocats dans l'assemblée acquiescèrent en silence. Lucas n'avait commis aucune erreur. Mendoza se pencha de nouveau vers le juge et murmura avec insistance « Les questions ne suffisent pas. Il nous faut autre chose. » La mâchoire d'Hector se crispa, sa patience avait disparu. À ce moment-là, un garde du tribunal s'approcha du banc, tenant une enveloppe scellée. « Monsieur le juge, » dit le garde, « un rapport vient d'arriver du registre civil. Il est marqué urgent. » Hector s'en empara sans attendre et la déchira. Il lut rapidement, et ses lèvres se retroussèrent en un sourire venimeux. Il leva les yeux, croisa le regard de Lucas. Sa voix était basse, imprégnée de malice. « Eh bien, Rivas, dit-il lentement, il semble que ton histoire va changer. »« Très bien, paysan, lança-t-il, exagérant chaque mot avec une précision théâtrale. Je détiens maintenant la preuve que tu n'es même pas l'héritier légitime de ces terres. » La salle tomba dans un silence absolu. Chacun dans la foule semblait retenir son souffle. Lucas sentit le sol vaciller légèrement sous ses pieds. Le juge Hector brandit le document bien haut, comme s'il agitait un drapeau de victoire. Ses lèvres se tordirent en un rictus cruel, savourant chaque seconde de suspense. « Selon ce registre civil, proclama-t-il, le grand-père de cet homme n'a jamais enregistré de déclaration officielle reconnaissant des descendants légitimes. Par conséquent, Lucas Rivas n'est pas reconnu officiellement comme héritier direct de la propriété concernée. » Des exclamations et des chuchotements se répandirent aussitôt dans la foule. Certains paysans se regardèrent, confus et inquiets. Plusieurs étudiants en droit froncèrent les sourcils, tentant de saisir les implications légales. D'autres prenaient des notes frénétiquement, conscients de vivre un moment historique en temps réel. Mendoza ne laissa pas passer sa chance. « Vous avez tous entendu ?» cria-t-il avec enthousiasme. « Cet homme est un imposteur, pas seulement dans ce tribunal, mais en tout. Il n'a aucun droit ici, absolument aucun. » La salle explosa en voix. Certains criaient leur soutien à Lucas, tandis que d'autres commençaient à douter. Le tumulte gonfla rapidement, comme un feu qui échappe à tout contrôle. Le magistrat frappa la table avec force. « Silence ! J'ai dit silence !» Mais le juge Hector n'attendit pas le calme. Cela suffit pour annuler sa participation. « Faites-le sortir immédiatement !» Les huissiers commencèrent à s'approcher de Lucas. Il serra son carnet contre sa poitrine, les yeux fixés sur le juge. Son cœur battait à tout rompre, mais au fond de lui, une flamme de défi s'alluma. « Un instant !» lança-t-il d'une voix ferme et assurée. Ces mots résonnèrent vivement dans toute la salle. Les huissiers s'arrêtèrent, surpris. Tous les regards se tournèrent vers lui. Lucas inspira profondément et parla avec clarté. « Mon grand-père n'a jamais enregistré ses descendants parce qu'il ne faisait pas confiance aux institutions qui ont toujours protégé les puissants. Mais l'absence d'un papier n'efface pas le sang qui coule dans mes veines. » Une vague d'approbation parcourut la foule. Du fond de la salle, une vieille femme cria « Ce jeune homme est bien le petit-fils de Giovanni Rivas. Je le connais depuis qu'il est tout petit. » Une autre voix s'éleva. « Je l'ai vu travailler aux côtés de son grand-père depuis qu'il tenait à peine une pelle. » Le magistrat leva la main pour demander le silence. Le témoignage de la communauté a de la valeur. Les liens du sang ne se définissent pas uniquement par l'absence de documents. Le visage du juge Hector pâlit, même s'il tenta de garder contenance. « Cela ne suffit pas comme preuve, » murmura-t-il. Lucas ouvrit alors son carnet et en sortit une feuille soigneusement pliée. « Mais j'ai une preuve, » déclara-t-il. Mendoza plissa les yeux. « Quel genre de preuve ?» Lucas déplia lentement le papier. C'était une lettre jaunie, écrite d'une main tremblante mais lisible. « Cette lettre vient de mon grand-père. Il l'a écrite durant les derniers mois de sa vie.
Il y parle de moi, de comment il m'a appris à prendre soin de la terre et de son espoir que je protège ce sol qu'il a tant aimé. » La salle retomba dans un silence profond. Les paysans semblaient retenir collectivement leur souffle. Le magistrat demanda à examiner la lettre. Lucas la lui remit avec soin. Le magistrat la lut silencieusement puis leva les yeux. L'écriture semble bien être celle d'un homme âgé, et la date coïncide avec la prétendue renonciation. Le poids de cette lettre était incontestable. Elle pouvait tout changer. Mendoza s'avança, visiblement agité. « Objection, cette lettre n'est pas notariée. Ce n'est rien d'autre qu'un objet sentimental, » lança-t-il avec mépris. Le magistrat lui lança un regard dur. « Peut-être, » répondit-il, « mais même un souvenir peut être puissant lorsqu'il révèle les véritables intentions d'un homme qui a consacré sa vie à la terre qu'il aimait. Et la volonté d'un homme a une valeur à la fois légale et morale. » Les paysans éclatèrent en applaudissements. Le juge frappa furieusement du marteau, mais à chaque coup, il semblait rétrécir, submergé par la marée populaire. Lucas éleva la voix sans fléchir. « Mon grand-père n'avait pas besoin d'un notaire pour prouver son amour pour cette terre. Sa vie entière est la signature la plus authentique qu'il pouvait laisser derrière lui. » Le magistrat acquiesça lentement, pensif, comme si ses paroles avaient touché quelque chose en lui. Désespéré, Hector chercha une nouvelle stratégie. Il inspira profondément et changea de ton. « Très bien. Si cet homme prétend être un héritier légitime, alors qu'il le prouve avec des preuves irréfutables, tests ADN, documents légaux, certificats officiels. Alors, paysan, tu peux fournir tout cela ?» Un silence tendu tomba sur la salle. La question avait frappé comme une lame. Lucas baissa les yeux. Il n'avait pas ces documents. Il ne pouvait pas se permettre d'analyses ADN coûteuses, ni de procédures juridiques complexes. Mendoza esquissa un sourire narquois. « C'est bien ce que je pensais. Sans papier ni fortune, tes paroles ne valent rien. » Un malaise discret commença à se répandre dans la salle d'audience. L'espoir qui s'était construit vacillait. Lucas serre les poings, cherchant désespérément un moyen de répondre. Puis, depuis la foule rassemblée derrière les fenêtres brisées, une voix retentit, forte et inattendue. « Je peux en témoigner », lança un vieil homme en s'avançant jusqu'à être visible de tous. Son visage portait les marques du temps, mais sa présence imposait le respect. Tous les regards se tournèrent vers lui. Le juge le fixa, pris de court. Mendoza se raidit. Et le cœur de Lucas manqua un battement, car l'homme qui avait parlé n'était autre que l'ancien notaire de la ville. Les murmures s'intensifièrent, remplis d'incrédulité. Il se fraya un chemin lentement à travers la foule, appuyé sur une canne en bois usée. Malgré son âge, chaque pas rappelait à tous l'autorité qu'il avait autrefois exercée dans cette même salle. « C'est Don Mateo Ortega », chuchotèrent plusieurs paysans, « le notaire de la ville. » Beaucoup pensaient qu'il avait disparu depuis longtemps. Mateo leva la main pour demander le silence. Sa voix portait le poids des années, mais elle restait claire et ferme. « Je suis bel et bien vivant, et tant que je respirerai, la vérité ne sera pas enterrée. » Le juge Hector se leva d'un bond, visiblement mal à l'aise. « C'est absurde. Cet homme n'a rien à faire ici. » Mais le magistrat leva la main pour l'interrompre. « Nous allons l'écouter. Même à la retraite, le témoignage d'un notaire a de la valeur. » Mateo s'avança jusqu'au centre de la salle, s'arrêtant devant tous. Il regarda Lucas avec un mélange de douceur et de gravité. « J'ai connu ton grand-père, mon garçon. Giovanni Rivas n'était pas qu'un fermier, c'était un homme intègre. Et j'ai personnellement été témoin qu'il n'a jamais signé le moindre document renonçant à ses terres. » Des exclamations se répandirent dans la salle comme des étincelles sur de l'herbe sèche. Mendoza serra la mâchoire. « Cela ne prouve rien, » dit-il durement. « Vous êtes vieux, retraité. Votre mémoire peut vous tromper. » Mateo ne scia pas. Il plongea calmement la main dans son sac et en sortit un carnet noir usé. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard restait clair et déterminé. « Ceci est mon registre personnel. Chaque document que j'ai traité y est noté, et dans ces pages, il est écrit noir sur blanc « Giovanni Rivas
n'a jamais cédé ses droits sur cette terre. Le magistrat se leva aussitôt. « Laissez-moi le voir, dit-il. » Matteo déposa le carnet sur la table centrale. Le magistrat l'ouvrit immédiatement, feuilletant les pages avec urgence. Ses yeux parcouraient chaque ligne d'une écriture soignée, bien que marquée par le temps. Pas un son dans la salle. Le public était figé, suspendu à ses gestes. On retenait même son souffle. Les étudiants en droit se penchaient pour tenter d'apercevoir quelque chose. La poitrine de Lucas se serrait à chaque seconde, son cœur battant à tout rompre. Enfin, le magistrat leva les yeux. « Ce carnet porte à la fois la date et le sceau personnel du notaire », déclara-t-il. « Et il correspond aux autres documents officiels déjà en notre possession. » Des acclamations envahirent la salle comme une vague puissante. Les paysans applaudirent, certains criant « On vous l'avait dit !» Tout était mensonge. Le juge Hector frappa son marteau pris de panique. « Silence! Je ne laisserai pas cette farce continuer. » Mais son autorité s'était envolée. Sa voix était noyée sous la marée de célébration. Mendoza, cependant, resta impassible. Derrière son expression glaciale, son esprit tournait à toute vitesse. « Ce carnet aurait très bien pu être falsifié, » dit-il, sa voix chargée de venin. « Quelle preuve avons-nous que ces écrits n'ont pas été rédigés hier ?» L'indignation se propagea comme un incendie. Des protestations éclatèrent dans la foule. Matteo leva sa canne, appelant au calme. « Vous voulez une vraie preuve ?» dit-il fermement. « Alors allez aux archives municipales. Une copie y dort, intacte, couverte de poussière. Consultez les registres que la hacienda a oubliés. » Le magistrat acquiesça aussitôt. « Nous allons ordonner une vérification de ces archives. » La mâchoire de Mendoza se crispa. Il savait que cette enquête pouvait ruiner son dossier. Pendant ce temps, Lucas s'approcha de Don Matteo avec une profonde reconnaissance. « Merci d'avoir pris la parole, monsieur, » dit-il, la voix nouée par l'émotion. Matteo pose une main assurée sur son épaule. « Ne me remercie pas, mon garçon, remercie ton grand-père. Il a fait en sorte qu'aucun mensonge ne salisse jamais son nom. » Le juge Hector, le visage tordu par la frustration, aboya aux gardes. « Sortez ce vieillard irrespectueux d'ici !» La foule éclata de colère. Des gens se levèrent et crièrent leurs protestations. Le magistrat se leva si brusquement que sa chaise tomba bruyamment derrière lui. « Personne ne bouge !» tonna-t-il. « Tant que je préside, personne ne sera expulsé pour avoir dit la vérité. » La salle explosa en acclamations. Hector retomba dans son fauteuil, le visage rougi par la colère et la défaite. Puis un jeune étudiant en droit qui était resté silencieux jusqu'ici se leva. « J'ai vu ces documents à la bibliothèque universitaire, » annonça-t-il. « Il existe des copies conservées dans les archives centrales. Si on les compare, on pourra confirmer l'authenticité du carnet. » Le magistrat hocha la tête, résolu. Il donna immédiatement l'ordre de former une commission pour vérifier les registres. Le juge tenta de protester, mais sa voix s'étrangla. Le contrôle ne lui appartenait plus. Lucas inspira profondément. La vérité commençait enfin à émerger. Mais au fond de lui, un nœud de doute persistait. Quelque chose lui disait que la hacienda n'en avait pas fini. Mendoza confirma cette intuition. Il s'avança, la voix froide et posée. Même si tous les registres concordent, même si la foule applaudit et acclame, dit-il, n'oubliez jamais ceci. La hacienda ne s'appuie pas sur des papiers, elle s'appuie sur le pouvoir. Et le pouvoir ne se décide pas toujours dans une salle d'audience. Un frisson traversa la pièce comme un vent soudain. Les paysans échangèrent des regards inquiets. Et puis, comme si l'avertissement de Mendoza les avait invoqués, les cloches de la place retentirent. Forte, urgente et pleine de présages. Un homme surgit soudain dans la salle d'audience, criant « Les hommes armés de la hacienda ont encerclé le bâtiment !» L'annonce frappa comme un coup de tonnerre. Les chuchotements se changèrent en panique, puis en cris de colère. Les paysans qui avaient envahi la salle, quelques instants plus tôt, coururent vers les fenêtres brisées, tentant de voir ce qui se passait dehors. Et ils étaient là, des dizaines d'hommes à cheval, rassemblés sur la place, chapeaux à large bord, fusils en bandoulière. Les contremaîtres de la hacienda étaient arrivés.
La couleur revint sur le visage du juge Hector. Il se leva, soudain revigoré, un sourire tordu se dessinant sur ses lèvres. « Vous voyez ?» dit-il avec satisfaction. « L'ordre doit être maintenu, et ils sont là pour le garantir. » L'indignation balaya la salle d'audience. Une femme cria du fond de la pièce « C'est une menace ! Ils essaient de nous faire peur. » Le magistrat se leva aussitôt, le visage dur. « Si ces hommes entrent armés, ce sera une violation directe de la loi. Ce tribunal ne sera pas gouverné par la peur. » Mendoza, toujours maître de lui, fit un pas en avant. « Personne n'a dit qu'ils allaient entrer, » répondit-il calmement. « Ils montent simplement la garde, protégeant les intérêts légitimes de leur employeur. » Cette remarque déclencha une explosion de colère. Les paysans crièrent en signe de protestation, plusieurs levant le poing. Les étudiants en droit échangèrent des regards inquiets, ne sachant que faire. Certains greffiers commencèrent à rassembler leurs papiers d'une main tremblante, clairement prêts au pire. Au centre de tout cela, Lucas resta immobile, respirant profondément. Il comprenait, c'était l'arme finale de l'hacienda, l'intimidation par la force. Il avança et éleva la voix, ferme et claire. S'il pense que des fusils peuvent effacer ce qui s'est passé aujourd'hui dans ce tribunal, il se trompe. Dehors, ils portent des armes, mais ici, nous portons la vérité. Le soutien fut immédiat. La foule éclata d'approbation. Le magistrat hocha la tête avec gravité. Ce tribunal est sous mon autorité. Et tant que je suis ici, personne n'entre ni ne sort sans mon ordre. Dehors, les contremaîtres frappaient le sol avec la crosse de leurs fusils, faisant vibrer le bâtiment comme un avertissement. Le juge Hector observait les troubles avec satisfaction. Il se pencha en avant et ricana. « Voyons combien de temps durera ton courage, paysan, quand les balles commenceront à parler. » La tension s'épaissit dans l'air. Des enfants se mirent à pleurer. Les hommes se serrèrent les uns contre les autres, prêts à se protéger si nécessaire. Don Matteo, appuyé sur sa canne, éleva la voix avec effort. « Ne laissez pas la peur vous dominer, dit-il. J'ai vu des tyrans tomber pour bien moins que cela. La justice a besoin de gens qui ne reculent pas. » Ces paroles donnèrent de la force à ceux qui écoutaient. Lucas s'approcha du magistrat et parla à voix basse. Les yeux du magistrat croisèrent les siens, lourds d'inquiétude. « Tu as raison, répondit-il, mais si nous agissons trop vite, cela pourrait se retourner contre nous. » Mendoza, qui écoutait, sourit comme un prédateur flairant une faiblesse. « J'ai une suggestion simple, dit-il. Suspendons la séance, laissons les gens partir, et demain, quand tout sera plus calme, nous reprendrons. » Aussitôt, des voix furieuses éclatèrent. « Ils veulent seulement vider la salle et tout changer en secret !» cria quelqu'un. Lucas leva la main, appelant au silence. Ses yeux brillaient d'une résolution inébranlable. « Si nous sortons maintenant, nous ne pourrons jamais revenir. » Nous le savons tous. Dehors, ils n'attendent pas la paix. Ils attendent une occasion de nous réduire au silence pour toujours. Le magistrat hocha lentement la tête d'un geste ferme. « Alors nous devons tenir bon. Personne ne quitte cette salle d'audience. » Le juge Hector abattit violemment son marteau sur la table, savourant clairement la tension croissante. « Faites ce que vous voulez, ricana-t-il. Dehors, les décisions sont déjà prises. Et ici, tout ce que vous avez, ce sont des mots. Voyons jusqu'où vos mots vous mèneront. » Soudain, un fracas résonna dans la salle. L'une des portes latérales trembla violemment, frappée de l'extérieur, comme si quelqu'un essayait de la forcer. Plusieurs paysans se précipitèrent pour la bloquer, poussant des bancs contre le cadre afin de la maintenir fermée. Leonardo, le journaliste qui documentait tout en silence, éleva la voix. « Le peuple doit savoir ce qui se passe ici. Si nous pouvons envoyer un message, la vérité atteindra le monde. » Lucas se tourna vers lui, la voix chargée d'urgence. « Peux-tu l'envoyer ?»« Oui, » répondit Leonardo, « mais je dois sortir juste quelques mètres pour atteindre le télégraphe et l'expédier. » Aussitôt, la foule se rassembla autour de lui, les voix s'entrechoquant. Certains affirmaient que c'était trop dangereux. D'autres disaient que c'était leur seule chance. Pendant ce temps, à l'extérieur du tribunal, les contremaîtres commencèrent à allumer des torches. Les flammes projetaient des reflets vacillants sur les vitres brisées, dessinant des ombres étranges sur les murs intérieurs.
Le magistrat frappa la paume sur la table. « Je ne laisserai pas ce bâtiment partir en fumée », déclara-t-il. Mendoza sourit froidement. « Ils n'ont pas besoin d'y mettre le feu, votre honneur. La peur suffit à le détruire de l'intérieur. » Les poings de Lucas se crispèrent à ses côtés. Puis il éleva la voix, tranchant le tumulte comme une lame. « Nous ne céderons pas. Cette salle d'audience ne sera pas l'endroit où la vérité sera enterrée. » Des applaudissements éclatèrent, tendus et passionnés, mais soudain, un coup de feu retentit dehors, section brutale. Son écho roula dans la pièce comme une cloche d'avertissement. Le bruit fut suivi par le piétinement nerveux des chevaux et des mouvements précipités. La peur envahit la salle d'audience. Des mères serrèrent leurs enfants contre elles. Les hommes se préparèrent, prêts à tout. Les étudiants en droit échangèrent des regards paniqués, le visage blême. « Ils ont tiré !» cria quelqu'un près de la fenêtre brisée. Le juge Hector sourit, comme s'il savourait l'instant. « Je vous avais prévenu, dit-il sombrement. La justice n'est pas toujours écrite à l'encre. Parfois, elle se grave avec des balles et des flammes. » Un cri d'indignation s'éleva dans la salle. Le magistrat bondit sur ses pieds et frappa encore la paume sur la table. « C'est criminel !» déclara-t-il. « J'ordonne aux gardes d'arrêter immédiatement ces hommes armés. » Mais les gardes locaux hésitèrent. Quelques-uns s'avancèrent vers les sorties. D'autres restèrent figés, paralysés par la peur. Leur loyauté était divisée. Lucas fit un pas en avant, la mâchoire serrée mais la voix ferme. « Nous ne pouvons pas rester là sans rien faire, dit-il. C'est exactement ce qu'ils veulent, que nous reculions. Mais si nous cédons maintenant, tout ce que nous avons défendu sera détruit. » La foule éclata en applaudissements déterminés. Don Matteo leva sa canne bien haut, comme un étendard. « Que ce soit écrit !» cria-t-il, la voix tremblante mais pleine de courage. « L'Hacienda a apporté des fusils. Nous avons apporté la vérité. S'il nous arrive quoi que ce soit, que l'on sache qui en est responsable. » Leonardo, saisissant le moment, commença à se frayer un chemin à travers la foule, serrant son carnet contre lui. « Je dois sortir, » dit-il d'une voix pressante. « Je dois atteindre le télégraphe avant qu'il ne coupe les communications. Demain, toute la nation doit savoir ce qui s'est passé dans cette salle d'audience. » Les paysans se regroupèrent rapidement autour de lui, leur voix s'élevant dans un débat inquiet. « C'est trop dangereux, » avertirent certains. « S'il n'y va pas, personne ne saura jamais, » répliquèrent d'autres. Lucas croisa les yeux de Leonardo sans vaciller. « Je t'emmènerai par la porte latérale, » dit-il. « S'il y a un moment pour prendre un risque, c'est maintenant. » Mendoza ricana avec mépris. « Laissez-le partir, bien sûr, » dit-il froidement. « Quand il tombera sous une balle, peut-être comprendrez-vous, enfin, les mots n'arrêtent pas les balles. » La foule éclata de colère, mais Lucas leva la main appelant au silence. « Les mots sont plus forts que vos armes, » répondit-il calmement. « Parce qu'ils survivent dans la mémoire, dans l'histoire et dans le cœur du peuple. » Leonardo le regarda, les yeux emplis d'émotion. « Si je réussis à envoyer ce message, tu ne seras plus seulement un paysan. Tu seras la voix d'une nation. » La tension dans la pièce s'alourdissait à chaque seconde. Dehors, les flammes dansaient dans la nuit, projetant des reflets inquiétants sur les murs du tribunal, tandis que les contremaîtres de l'Hacienda aboyaient des ordres. Soudain, un autre coup de feu claqua dans l'air, plus proche cette fois. L'impact fit vibrer les dernières vitres. Le magistrat se tourna vers les gardes. « Laissez passer le journaliste, » ordonna-t-il. « Il a ma pleine autorisation. » Les gardes hésitèrent un instant, puis hochèrent la tête. Ils ouvrirent la porte latérale, révélant la noirceur de la nuit, seulement trouée par la lueur vacillante des torches. Leonardo inspira profondément, se préparant comme un soldat avant la charge. « Je suis prêt, » dit-il, serrant le regard de Lucas. Lucas pose une main sur son épaule. « Ne cours pas pour toi seul, cours pour nous tous. » Leonardo fit un petit signe de tête et s'élança, guidé par quelques paysans qui l'encadraient en poussant la porte. À l'intérieur, le silence immobilisa tout le monde. Des cris résonnaient dehors. Le galop d'un cheval s'éloigna tandis que le journaliste disparaissait dans l'obscurité. Le juge Hector ricana. « Tu verras, » dit-il d'un ton moqueur. « Il n'y arrivera pas. » Le magistrat le regarda, le mépris visible sur son visage, mais ne dit rien.
Les minutes s'écoulèrent péniblement, chaque seconde lourde d'appréhension. Puis soudain, la porte s'ouvrit de nouveau et un jeune paysan entra en titubant, haletant. « Il est arrivé !» s'écria-t-il. « Le journaliste a atteint le télégraphe. Le message est parti. » La salle d'audience éclata en ovations. Les paysans pleurèrent de joie. Quelques gardes se permirent de petits sourires soulagés. Lucas sentit un élan d'espoir le traverser. Mais cet espoir fut de courte durée. À cet instant, un autre garde entra par la porte principale. Son visage était livide, ses mains tremblantes. « Monsieur le magistrat !» balbutia-t-il à peine. « Les hommes de l'hacienda ont été informés. Et maintenant ils s'arment. » Le silence tomba comme un lourd rideau. On eût dit que l'air lui-même s'était figé. Dehors, on entendit le bruit glaçant de dizaines de fusils qu'on armait, secs, métalliques, méthodiques, un son qui faisait ployer le cœur. Lucas ferma brièvement les yeux et prit une lente inspiration. Puis, il ouvrit son carnet. Il comprit que ce qu'il dirait ensuite pourrait décider s'ils sortiraient tous indemnes, ou pas. Le cliquetis des fusils se poursuivit, résonnant comme un glas. À l'intérieur, les gens se rapprochèrent, se serrant les uns contre les autres pour se donner du courage. Les flammes dehors projetaient des ombres orangées à travers les vitres brisées, peignant les murs d'un sentiment de menace. Le juge Hector se tenait droit, le visage illuminé d'une satisfaction cruelle. « La comédie s'achève ici, » dit-il d'une voix profonde et résonnante. « La réalité vous attend dehors, et quiconque se tient à ses côtés paiera le prix. » Les paysans crièrent de rage, et certains se précipitèrent vers les portes en signe de défi. Mais Lucas leva la main bien haut. « Non, » dit-il, la voix forte et inflexible. « Si nous répondons à la violence par la violence, alors ils ont déjà gagné. Notre seule arme est la loi, et la justice qui marche à nos côtés. » Le magistrat l'observa attentivement, comme s'il pesait chaque mot. « Mais nous devons aussi faire preuve de sagesse, » répondit-il. « Nous ne pouvons pas laisser cet endroit se transformer en massacre. » Don Matteo avança lentement, s'appuyant sur sa canne. « Le message a déjà atteint la nation, dit-il. Le journaliste est passé. S'ils nous font du mal maintenant, la vérité les écrasera plus tard. » Mendoza ricana d'un rire cruel. « La vérité ?» railla-t-il. « La vérité n'arrête pas les balles. Quand quelqu'un lira le journal, vous serez déjà tous sous terre. » Le magistrat réagit avec une fureur ouverte. Avant qu'il ne puisse parler, Lucas soutint le regard de Mendoza et répondit calmement. « Les balles peuvent faire taire nos voix, mais elles ne peuvent pas effacer ce qui est déjà écrit. Et ce qui est écrit vit pour toujours. » Un lourd silence s'installa dans la salle comme si chacun retenait son souffle. Puis le magistrat retourna à son siège et s'adressa à la cour avec autorité. « Écoutez bien, à partir de maintenant, cette cour est officiellement suspendue. Elle le restera jusqu'à l'arrivée de la garde nationale. » Le juge Hector devint livide. « Vous n'en avez pas le droit. Cela viole mon autorité. »« Non !» coupa le magistrat fermement. « C'est le seul moyen de s'assurer que la justice ne meurt pas aujourd'hui. » Dehors, les contremaîtres de la hacienda frappèrent les portes du tribunal avec la crosse de leurs fusils. Dedans, les paysans poussèrent bancs et tables pour bloquer chaque entrée. Les étudiants en droit érigèrent des barricades avec des livres de droit et des planches de bois. L'air devint plus lourd. Chaque respiration ressemblait désormais à un acte de survie. Lucas s'avança au centre de la salle et leva son carnet bien haut, comme un drapeau. « Souvenez-vous de cet instant !» cria-t-il. « Nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Et quand l'histoire parlera de nous, elle ne dira pas que nous étions des paysans brisés, mais un peuple qui s'est tenu debout. » Des acclamations retentissantes résonnèrent dans le tribunal. Les paysans frappaient des pieds en rythme, faisant trembler le sol sous eux. C'était un hymne de résistance, vibrant de défi. Le juge Hector se tourna vers Mendoza désespéré. « Faites quelque chose !» lança-t-il. « On ne peut pas le laisser devenir un martyr. » Mendoza fronça légèrement les sourcils, puis s'avança avec un air calme et calculé. « Très bien, paysan, dit-il. Il sortit un document plié de sa mallette et le leva bien haut pour que tous puissent le voir. « Ceci est un contrat de vente.
annonça-t-il, signé il y a seulement 3 mois. Votre propre cousin, Marco Rivas, reconnaît le domaine comme propriétaire légal des terres contestées. Un silence immédiat tomba dans la salle. La stupeur parcourut la foule. Les paysans échangèrent des regards incrédules. La voix de Mendoza devint glaciale. « Vous le niez ? Vous allez tourner le dos à votre propre sang. Ce même sang qui, selon vous, vous donne le droit d'être ici ?» Le juge Hector frappe vivement avec son marteau. « Ceci suffit pour rejeter toute votre affaire. » La salle explosa de colère. Des cris de trahison s'élevèrent. Les paysans hurlaient le nom de Marco, l'accusant d'avoir trahi les siens. Le magistrat leva la voix pour rétablir le silence et tendit la main pour prendre le document. Il l'examina puis le remit à la police pour vérification. Ils étudièrent attentivement la signature. L'écriture ne correspondait pas aux anciens documents de Marco Rivas. Le cœur de Lucas s'emballa. Un souvenir remonta à la surface. Son cousin lui avait un jour dit « Ne signe jamais rien sans me le montrer d'abord. »« Il pense pouvoir nous acheter avec des mensonges » cria Lucas. « C'est un faux, Marco n'aurait jamais signé ça. » Mendoza haussa lentement les sourcils. « Êtes-vous en train d'accuser ce tribunal de fraude ?» Des murmures s'élevèrent à nouveau, comme une vague qui monte. Le magistrat, sans dire un mot, referma le document avec force. « Devons-nous faire appel à des experts en écriture aussi ?» demanda-t-il d'une voix calme. « Aucun jugement ne sera rendu tant que la vérité ne sera pas établie. » Mais Mendoza ne montra aucun signe d'agacement. Au contraire, son sourire froid s'élargit. « Prenez tout le temps qu'il vous faut pour vos analyses, car d'ici là... » Soudain, un grincement fort l'interrompit. Les portes principales gémirent sous les coups puissants des contremaîtres à l'extérieur. Les paysans reculèrent instinctivement, la peur se transformant peu à peu en colère. Lucas leva son carnet bien haut et cria de toutes ses forces « Tenez bon, la vérité ne tombe ni sous les haches ni sous les fusils. » Et puis, un deuxième coup de feu retentit, mais cette fois, il venait de l'intérieur du tribunal. L'explosion résonna violemment contre les murs, secouant la pièce comme un tonnerre enfermé dans une cage. Pendant un instant suspendu, tout se figea, puis un cri perça le silence. Un des gardes locaux s'effondra, du sang coulant de son bras. La pièce sombra dans le chaos. Les gens criaient, certains se baissèrent, d'autres pensèrent que c'était le début d'un massacre. « Qui a tiré ?» hurla quelqu'un. Tous les regards balayèrent la pièce, jusqu'à s'arrêter sur un jeune homme, vêtu comme un garde, mais inconnu de tous. De la fumée s'échappait encore du canon de son pistolet. C'était un contremaître déguisé. La foule explosa de rage. Les paysans avancèrent d'un seul mouvement, prêts à frapper. Mais Lucas s'interposa, les bras levés. « Non !» cria-t-il. « Pas comme ça, pas avec la violence !» Le magistrat ordonna immédiatement de désarmer l'assaillant. Le contremaître cracha au sol avec mépris. « Criez tant que vous voulez, grogna-t-il. Il y en a des dizaines comme moi dehors. Aucun de vous ne sortira vivant. » Le juge Hector se leva, un sourire cruel sur le visage. « Vous voyez, dit-il, la peur gagne toujours. » Mais sa voix fut noyée sous les voix qui s'élevaient. Les paysans ne fuirent pas. Ils se rapprochèrent les uns des autres, se donnant la main, épaule contre épaule, formant des chaînes humaines. Puis ils commencèrent à chanter. Un chant, doux au début, puis de plus en plus fort, remplit la salle d'une force brute, inébranlable. Un son né de l'unité, de la résistance, de l'espoir. La salle tremblait, non pas sous les armes, mais sous la volonté. Le juge Hector et Mendoza se regardèrent, incertains, déstabilisés par cette réaction inattendue. Le magistrat saisit l'instant. « Écoutez-moi » cria-t-il, sa voix tranchant à travers les champs. « J'ai déjà contacté la garde nationale. Elle est en route. Quiconque tentera d'enfoncer ses portes sera considéré comme un ennemi de l'État. » Mendoza plissa les yeux. « Et vous croyez vraiment qu'ils arriveront à temps ?» Le magistrat ne répondit pas, mais le feu dans son regard disait tout. Au centre de la pièce, Lucas s'avança à nouveau. Son carnet levé, non plus comme un simple objet, mais comme un symbole, et sa voix s'éleva au-dessus des champs. «
Aujourd'hui, ils ont tenté de nous faire taire avec des moqueries, des mensonges, même des armes. Mais je ne me tiens pas ici seul, je me tiens avec vous tous, et vous êtes à mes côtés. » La foule éclata en acclamations. Le chant devint un rugissement. Le juge Hector frappa frénétiquement son marteau, tentant en vain de reprendre le contrôle, mais personne ne l'écoutait. Mendoza ouvrit la bouche pour parler, mais ses mots furent noyés par les cris du peuple. Puis un nouveau son perça le tumulte. Pas des tirs ni des hurlements, mais le rythme clair des tambours et l'éclat des trompettes. La garde nationale était arrivée. Dehors, les contremaîtres commencèrent à paniquer. Un par un, ils prirent la fuite. La lueur de leurs torches s'éteignant peu à peu dans la nuit. Seul le bruit de sabots fuyants résonnait encore. À l'intérieur du tribunal, le peuple éclata en larmes et en applaudissements. Certains s'embrassèrent, d'autres tombèrent à genoux, pleurant et remerciant le ciel. Le magistrat relâcha un long soupir, sa voix calme mais ferme. « La justice triomphera, dit-il. Cette affaire ira devant la Cour supérieure, avec chaque témoignage, chaque document, chaque vérité. Et je vous le jure, personne n'effacera jamais ce qui s'est passé ici aujourd'hui. » Le juge Hector, totalement vaincu, s'affaissa dans son siège. À côté de lui, Mendoza baissa les yeux, les lèvres serrées par l'amertume. Mais Lucas restait debout, droit, son carnet levé au-dessus de sa tête, la voix nouée par l'émotion. « Ce n'est pas ma victoire, dit-il, les yeux remplis de larmes. Elle appartient à mon grand-père. Elle appartient à chacun de nos grands-pères. » Pour les paysans, ces mots résonnèrent plus fort que n'importe quelle arme. Leur chant reprit, encore plus puissant, résonnant dans la salle avec la force de l'histoire elle-même. Quelques semaines plus tard, les journaux de la capitale affichaient en une: un paysan renverse l'arrogance d'un juge. La justice triomphe à San Isidro. Le nom de Lucas Rivas devint plus qu'un nom. Il devint un symbole, un drapeau de résistance. Pas seulement dans les salles de classe, mais dans les mains couvertes de terre qui travaillaient les champs, dans chaque paume calleuse qui s'était un jour crue impuissante. Mendoza et Hector furent bientôt jugés pour corruption et falsification. Leurs visages autrefois arrogants, symbole d'autorité, apparaissait désormais dans les journaux comme figure de honte. Dans le village, les gens n'oublièrent jamais. Les enfants grandirent en connaissant cette histoire par cœur. Celle d'un paysan, avec pour seule arme un vieux carnet et le courage de deux alliés qui s'étaient dressés contre le pouvoir et n'avaient jamais reculé. Lucas n'avait jamais voulu être un héros. Il retourna à ses champs, à la terre, au rythme des semailles et des récoltes. Mais il savait qu'une chose avait changé, pour toujours. Car désormais, chaque fois que les hommes du domaine tentaient d'intimider, le peuple avait une réponse. Il se levait et déclarait avec une détermination inébranlable « La loi parle pour nous aussi ». Ces mots ne restèrent pas à San Isidro. Ils se propagèrent, portés par des murmures, des chants et des récits. Ils devinrent une mémoire vivante du pays, un rappel que même lorsque les fusils sont pointés et que la justice semble lointaine, la vérité peut s'élever par la voix simple et honnête d'un paysan. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer nos prochains récits. Et quand vous penserez avoir tout vu, attendez de découvrir ce qui s'est passé lorsqu'un millionnaire a surpris son employé en train de défendre sa fille. Ce qu'il a fait ensuite a laissé tout le monde sans voix.